Nous avons le docteur Caterino qui est parmi nous. Voilà, merci. Bonjour docteur. Oui, bonjour, merci. Donc, Attendez, voilà. Ouais. Merci. Donc, oui, je suis pneumologue à l'hôpital Foch à Suresnes et on travaille de manière assez étroite avec les collègues de l'hôpital Necker pour la prise en charge des patients atteints de déficit immunitaire primitif. Et on peut souligner effectivement que c'est en lien avec la présentation du docteur Coulonnier, la muqueuse bronchique et ORL sont en communication et souvent l'état inflammatoire de ces deux muqueuses est relié et la prise en charge de ces deux atteintes est à faire en parallèle. Donc on m'a demandé de faire une présentation en 15 minutes sur les manifestations respiratoires des déficits immunitaires et puis leur prise en charge. Donc j'ai choisi de vous parler des déficits tumoraux, de la granuloseptique chronique et du déficit en stade 3, syndrome hyper-IgE, en vous parlant des complications principales et de leur prise en charge. Donc les déficits tumoraux, la gamma-globulinite Bruton dont on a parlé ce matin, donc la maladie liée à l'X qui se diagnostique dans la petite enfance, le déficit immunitaire commun variable dont le diagnostic est souvent plus étalé dans le temps et fréquemment à l'âge adulte, le syndrome hyper-IgM, c'est un syndrome qui regroupe des patients qui ont un déficit tumoral pur et une bonne proportion de patients qui ont un déficit T associé, qui produisent des IgM mais qui ont un défaut de commutation qui fait qu'il y a un défaut en IgA et en IgG, donc il y a un déficit tumoral associé. La gamma-globulinite Bruton, donc juste pour vous montrer effectivement l'âge au diagnostic qui est le plus souvent dans l'enfance, rarement après l'âge de 10 ans, et chez qui les infections de l'arbre respiratoire sont les plus fréquentes. Vous voyez à la fois voie respiratoire haute, otite, sinusite, mastoïdite, et puis les pneumonies, 62% des patients, avant les autres manifestations infectieuses digestives, cutanées, arthrite et autres. Les bactéries les plus souvent responsables sont les bactéries encapsulées, pneumocoque, hémophilus, les autres pyogènes type le staphylocoque, les hémophilus, et puis les bactéries à gram négatives, plus rarement d'autres types de bactéries. Le déficit immunitaire commun variable, on retrouve le même type de complications, à savoir les complications des voies aériennes qui arrivent au premier plan des complications infectieuses chez les patients, que ce soit comme premier symptôme, comme symptôme au moment du diagnostic du déficit immunitaire ou comme symptôme au cours du suivi de la pathologie. L'âge au premier symptôme est souvent dans l'enfance chez ces patients et après s'étale au cours de l'âge adulte avec une médiane d'âge au diagnostic qui est plutôt entre 20 et 40 ans en revanche. Au cours du syndrome hyper-IgM, c'est les mêmes données. Prédominance de pneumopathie et d'infection du voie aérienne supérieure. Et par contre, effectivement, chez ces patients qui ont à la fois un déficit immunitaire T et B pour la plupart, des germes beaucoup plus variés avec des infections opportunistes, notamment pneumocystis, qui est souvent révélateur dans les premiers mois de vie de ce déficit immunitaire. Alors la prise en charge et la prévention de ces pneumonies, hors germes opportunistes et pneumocystis, c'est les immunoglobulines et elles ont un effet démontré sur la prévention des pneumonies avec globalement, à partir du moment où il y a un taux résiduel supérieur à 5 ou 6 grammes par litre, une efficacité sur la diminution des pneumonies. Et puis certaines études qui montraient que si on montait le taux résiduel, on diminue encore le risque de pneumonie. Ça, c'est les données de Morgane Didier qui était interne dans le service et qui a fait sa thèse sur les complications pulmonaires de ces 3 déficits immunitaires. Révélés dans l'enfance au cours du suivi à l'âge adulte avec à partir du registre du CEREDI. Et donc vous voyez que ce soit pour la gamma, le DICV ou les hyper-IgM, une diminution franche du nombre de pneumopathies avec la substitution. En revanche, les dilatations des bronches, malgré cette substitution, demeurent fréquentes. Et vous voyez que là, c'est la cohorte de défi, donc registre français du DICV. Comme premier symptôme, c'est rarement une dilatation des bronches. Alors, la dilatation des bronches, elle arrive parce qu'il y a des infections répétées, que ce soit des bronchites ou des pneumopathies. Petit à petit, il y a une inflammation chronique de ces bronches qui aboutit à une modification anatomique des bronches qui s'élargissent et qui se drainent moins bien de manière naturelle avec un défaut de la clearance mucociliaire naturelle. Et vous voyez que comme symptôme au diagnostic, ça concerne 14% des patients dans cette étude et comme symptôme un peu plus tardivement dans leur vie, au moment de l'enrôlement dans l'étude, 37%.
Ces dilatations des bronches, classiquement, elles prédominent dans les parties inférieures des champs pulmonaires, qui sont les parties des champs pulmonaires qui se drainent de manière physiologique le moins facilement. Elles apparaissent au cours de la prise en charge du déficit immunitaire malgré la substitution. Ici, donc, c'est les patients en bleu clair à gamma, en bleu moyen DICV, en bleu foncé hyper-IgM, toujours les données de Morgane Didier. 5 ans après le diagnostic du déficit immunitaire, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans après le diagnostic du déficit immunitaire. Et vous voyez donc cette prévalence de la dilatation des bronches qui augmente et qui concerne plus de la moitié des patients à 20 ans après le diagnostic, notamment chez les patients à gamma et DICV. L'apparition est plus tardive chez les patients hyper-IgM. Alors la prise en charge de la dilatation des bronches, c'est la supplémentation en immunoglobuline que l'on est amené souvent à augmenter s'il y a une bronchorrhée persistante ou d'exacerbation fréquente pour faire des taux résiduels plus élevés en augmentant la dose, mais souvent plutôt en raccourcissant l'intervalle des perfusions. La kinésithérapie respiratoire, dont l'objectif est d'augmenter le drainage bronchique mécanique en essayant de faire remonter les sécrétions qui sont dans ces bronches qui naturellement ne s'évacuent pas toutes seules. L'antibioprophylaxie type amoxicilline, Bactrim, etc., il n'y a pas de données chez l'adulte, c'est une pratique pédiatrique assez courante. Par contre, il y a une molécule qui est quand même un petit peu phare pour la prise en charge des maladies bronchiques inflammatoires, qui est l'azithromycine. C'est un macrolide qui a à la fois des propriétés antibiotiques, mais qui souvent se perdent au cours des utilisations prolongées, mais aussi des propriétés antibiofilms des bactéries. Les bactéries, elles ont la capacité, quand elles sont sur les muqueuses, de communiquer entre elles et de former du biofilm. Et cette azithromycine, elle bloque un peu cette capacité des bactéries à la fois à communiquer entre elles et à former du biofilm. Et puis elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires sur les polynucléaires neutrophiles et sur les cellules épithéliales de la muqueuse. Donc c'est une molécule qui a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il y a 3 schémas de prescription, soit en administration quotidienne, soit en administration 3 jours par semaine. En administration 3 jours par semaine, 250 ou 500 mg. La posologie la plus utilisée, c'est 250 fois 3 jours par semaine. C'est une molécule qui se concentre dans les cellules du système immunitaire, les macrophages, les monocytes, et qui donc a une demi-vie très longue, même si elle est en administration intermittente. Alors, hors déficit immunitaire, il y a 3 études positives pour la dilatation des bronches sur le nombre d'exacerbations qui ont été publiées en 2014 dans des grandes revues internationales. Et on extrapole ces données à notre pratique courante au cours du déficit immunitaire et on propose ces molécules en cas de bronchorrhée chronique ou d'exacerbation fréquente. Et à l'ESID, Isabelle Quinti, qui est une Italienne spécialisée dans le déficit immunitaire, a présenté son projet d'étude randomisée qui va débuter dans les déficits immunitaires, donc je pense en Italie, je pense que ce sera une étude nationale. Alors au cours du DICV, à côté de ces manifestations infectieuses dont on vient de parler, il y a aussi beaucoup de manifestations non infectieuses dont vous a parlé le professeur Fischer ce matin, avec des manifestations d'auto-immunité, de granulomatose, d'hyperplasie lymphoïde, qui peuvent toucher tous les organes. Au niveau du poumon, elles peuvent être également responsables à la fois d'atteintes ganglionnaires, d'hyperplasie lymphoïde ganglionnaire, comme chez ce patient, qui peuvent avoir un retentissement sur le calibre bronchique, avec une présentation un peu comme une sarcoïdose, qui est une maladie inflammatoire des ganglions. Les autres types d'atteintes non infectieuses que l'on peut voir, c'est des patients qui ont des nodules pulmonaires multiples, parfois des condensations. Là, vous voyez que c'est au niveau de la partie du lobe moyen. Là, ici, là, c'est plus du nodule, c'est plus volumineux. Ici, d'autres types de nodules. C'est souvent associé à d'autres manifestations, soit de granulomatose, soit d'hyperplasie lymphoïde dans d'autres organes, comme avec notamment une splénomégalie ou une hépatomégalie. Alors, ce type d'atteinte non infectieuse au cours du DICV peut nécessiter un traitement. Ce n'est pas parce qu'il y a des images qu'on va proposer un traitement. On indique un traitement s'il y a un retentissement clinique. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un retentissement sur la capacité respiratoire, des symptômes respiratoires, qu'on voit que l'atteinte pulmonaire, en plus, semble évolutive. Il faut éliminer une infection, il faut éliminer un lymphome. Le traitement classique, c'est les corticoïdes, mais assez souvent, on utilise d'autres types d'alternatives. Et notamment, maintenant, au cours du DICV, il y a un sous-groupe de patients chez qui on trouve des mutations qui peuvent être accessibles à des thérapeutiques ciblées, comme l'hydroxychloroquine, les inhibiteurs de mTOR ou l'abatacept. Et les autres molécules impliquées sont les divers immunosuppresseurs. Il n'y a pas de grande série de patients traités avec ce type de molécules. C'est quelques séries de cas ou quelques cas cliniques.
Alors maintenant, on va passer à la granulomatose septique chronique. Alors c'est également une maladie dont le diagnostic est le plus souvent dans l'enfance, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients qui sont diagnostiqués à l'âge adulte. À nouveau, les pneumopathies, les abcès pulmonaires sont les premières complications infectieuses rencontrées au cours de cette pathologie dans les différentes études rapportées. Hélène Salvatore, qui est chef de clinique dans le service, a fait sa thèse sur les complications pulmonaires de la granulomatose septique chronique à l'âge adulte. Et elle avait comparé donc, sur cette diapositive les infections fongiques et les pneumopathies bactériennes, qui sont les deux principales complications infectieuses, infections fongiques notamment Aspergillus, et les pneumopathies bactériennes, dont je vous montrerai un petit peu la microbiologie après. On voit que les symptômes de fièvre et les symptômes respiratoires sont inconstants, notamment chez les patients qui ont des aspergilloses. Il y a la moitié qui n'ont pas de fièvre ou pas de symptômes respiratoires, 40% chez les patients qui ont une pneumopathie bactérienne. On retrouve sur la biologie un syndrome inflammatoire modéré avec une CRP autour de 60 sans hyperleucocytose. Le lavage broncho-alvéolaire n'est pas discriminant, il y a une inflammation. Et il y a un recours assez fréquent à la biopsie pulmonaire pour diagnostiquer notamment les aspergilloses chez ces patients, parce que le germe est circonscrit dans du granulome et qu'on ne le retrouve pas dans les prélèvements des voies respiratoires. Au niveau des bactéries, donc surtout le staphylocoque, les grammes négatifs, Pseudomonas, Burkholderia, et puis dans les mycobactéries, tuberculose et BCG qui sont également plus fréquents chez ces patients. Donc le traitement préventif, c'est l'antibiorophylaxie par Bactrim et itraconazole qui est systématique. Et c'est vrai que chez les jeunes patients, adolescents, etc., il y a des fois des problèmes d'observance du traitement. Il faut doser régulièrement et essayer de surveiller l'observance. Et malheureusement, c'est vrai que ça survient aussi chez des patients sous traitement. Ici, une aspergillose pour vous montrer un petit peu la présentation avec un aspect de condensation et une atteinte osseuse plus fréquente dans les aspergilloses chez les patients qui ont une granulomatose septique chronique. Les pneumopathies bactériennes, elles ont un peu le même type d'aspect, un type de condensation alvéolaire. Les manifestations non infectieuses sont également fréquentes au cours de la granulomatose septique chronique. Vous voyez donc ici, c'est le pourcentage de patients sans événements infectieux en noir et sans événements inflammatoires en gris au cours du suivi au cours des années. Et vous voyez que donc, elles sont plus tardives, mais elles sont très fréquentes. Et après l'âge de 30 ans, quasiment tous les patients ont eu une manifestation inflammatoire. Alors elles peuvent toucher tous les organes, le tube digestif, l'œil, les reins, etc. Au niveau du poumon, elles peuvent succéder à une infection respiratoire et se présenter comme une condensation alvéolaire dans laquelle on ne trouve aucun micro-organisme. Elles peuvent aussi se présenter à type d'hyperdensité du poumon ou d'aspect de condensation un peu rétractile. Ici, une pneumopathie interstitielle, parce que ces patients peuvent avoir aussi de l'auto-immunité. Alors après, les infections peuvent aussi également entraîner des séquelles avec des kystes, des bronchectasies, des zones d'emphysème cicatriciel qui peuvent également fragiliser le poumon et le rendre plus susceptible de se compliquer d'infection, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même un défaut de défense locale sur ces zones qui sont cicatricielles. Les manifestations non infectieuses, donc ce soit des granulomes post-infectieux ou des pneumopathies interstitielles, elles peuvent nécessiter un traitement s'il y a un retentissement. C'est très peu codifié. Ici, c'est le travail du docteur Dunoguet qui fait également ce travail à partir du registre du CEREDI. Toutes manifestations confondues, la majorité avait reçu des corticoïdes. Et après, arrivé le plaquenil, les autres immunosuppresseurs, notamment les anti-TNF, la thalidomide. Mais sur ce qui est du poumon, globalement, l'efficacité de ces traitements n'est pas encore très bien connue. Dans les atteintes type condensation de thalidomide, ça marche assez bien, les corticoïdes aussi. Dans les autres types d'atteintes interstitielles, c'est beaucoup plus difficile. Pour finir, le syndrome hyper-IgE lié aux mutations de stade 3, c'est un syndrome dans lequel il y a à la fois un défaut de différenciation de certains types de lymphocytes, un défaut qualitatif des immunoglobulines et puis des modifications musculo-squelettiques. Les manifestations respiratoires ont été reprises là, chez une interne qui a fait sa thèse dans le service sur le sujet, à partir de 56 patients qui représentent quasiment la totalité des patients français inclus dans le registre CEREDI. Vous voyez que événements infectieux 95%, infectieux respiratoires 95%, dilatation des bronches ou pneumatocèles 75%, l'asthme très fréquent 64%, la scoliose très fréquente, quasiment la moitié des patients, maladie thromboembolique, embolie pulmonaire également très fréquent chez 11% des patients. Dans les bactéries, surtout le staphylocoque, pneumocoque, hémophilus, le pseudomonas, est souvent asymptomatique, vous voyez seulement 39% de la fièvre. Les aspects peuvent être soit des condensations type pneumopathie classique, soit des surinfections de bulles ou parfois des bronchites.
Et les condensations alvéolaires pneumopathies peuvent laisser place à des dilatations des bronches ou des pneumatocèles. Vous voyez ici cette cavité et qui peut après effectivement se surinfecter. Les infections fongiques, elles surviennent plutôt dans un deuxième temps quand il y a déjà des désordres architecturaux, soit des dilatations des bronches, soit des pneumatocèles. Quasiment tout le temps Aspergillus fumigatus, 100% dans les cas qui avaient repris clair. Il y avait un seul autre champignon dans une autre étude. Soit c'est des aspergillomes, c'est-à-dire c'est une truffe de champignons qui se met dans une cavité, soit il y a éventuellement une infection un peu du poumon autour, et puis parfois une atteinte bronchique de la dilatation des bronches. Les traitements, donc, c'est l'antibioprophylaxie par un antibiotique soit actif sur le staphylocoque, et puis un anti-champignon, donc l'itraconazole, les immunoglobulines, l'azithromycine en cas de manifestation bronchique chronique, et puis l'asthme également est traité. Donc pour conclure, donc les déficits immunitaires primitifs, ils concernent le pneumologue adulte parce qu'effectivement, les patients, heureusement, vivent à l'âge adulte avec leur déficit immunitaire. Enfin, vous en savez quelque chose. Ils peuvent aussi être diagnostiqués à l'âge adulte. Les manifestations respiratoires, vous voyez qu'elles sont nombreuses, elles sont polymorphes, elles influencent le pronostic et elles relèvent d'un traitement adapté. Alors, il y a clairement des progrès à faire dans la prévention de la dilatation des bronches. Alors, c'est vrai que dans les immunoglobulines, est-ce qu'on pourrait avoir des immunoglobulines qui contiennent des IgM, des IgA, qui soient administrées par voie inhalée? Est-ce que ça pourrait être plus efficace sur la prévention de la maladie bronchique chronique? Et l'intérêt d'un suivi pluridisciplinaire pour ces patients qui ont une pathologie respiratoire répétée ou chronique. Donc, je remercie donc, le CEREDI, les cliniciens de l'hôpital Necker, le CEDI, les collègues à l'hôpital Foch et puis les patients. Et LVL Médical avait soutenu les travaux de thèse et l'appel d'offres du CEREDI également de nos internes. Je vous remercie.